Les clients s'expriment de moins en moins, mais on sait qu'à l'horizon de 5 ans ou 10 ans, ce phénomène de shadow customer, il va être très très important. Quand vous avez un NPS en B2B autour de 25-30 en France, c'est plutôt très bien. Bonjour Jérôme. Bonjour Gaëtan. Alors Jérôme, tu es Global CX Programme Leader chez Legrand. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je pilote le programme expérience client pour le groupe Legrand depuis 2021, programme qui est né en 2018. Donc le groupe Legrand, leader mondial des infrastructures électriques et numériques. Donc pour faire simple, on est très connu pour les prises de courant et les interrupteurs, mais Legrand, c'est pas que ça. C'est plein de solutions pour le monde de l'hôtellerie, pour le data center. On va parler beaucoup d'IA, donc on est très présent dans le monde du data center et tout un tas d'autres solutions qui nous permet en fait d'améliorer les vies des utilisateurs de nos solutions. Tu as discuté pendant CX Paris avec Ringover, avec Best Western France, des limites de la tech. Mais quelles sont les complémentarités entre humain et tech au service de l'expérience client? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et clairement, pour nous, l'humain est là pour modérer un petit peu ce que la tech peut apporter. La tech apporte plein de choses. On a souvent dit que c'était un outil. Certes, maintenant, ce sont des outils hyper puissants, mais on est très vigilant que l'humain reste le maître à bord, surtout quand c'est des décisions de prise d'action, quand c'est des traitements qui sont faits. L'humain va toujours avoir ce regard métier, de connaissance du contexte et pouvoir être sûr que la synthèse établie par une IA ou l'automatisation faite via des API va correspondre à nos attentes. Alors pas sur toutes les interactions évidemment, parce que ça c'est l'objectif de l'outil, mais on va quand même mettre en place une gouvernance qui va nous permettre d'être sûr que on est dans le niveau d'attente nécessaire d'un point de vue humain. Et de manière générale, dans ce contexte-là, aujourd'hui, quelles sont les priorités pour les entreprises? Clairement, aujourd'hui, c'est quand même d'améliorer nos compétences, nos connaissances grâce à l'utilisation de la technologie. Et on va en citer une, qui est l'intelligence artificielle, qui est devenue un outil obligatoire, mais parce qu'il a su aussi très rapidement montrer sa puissance sur des cas d'usage très variés qui vont être de la production de contenu pour mettre sur nos sites internet ou dans nos documentations, que ça va être de l'analyse des résultats d'enquête relationnels, transactionnels, voilà, tout un tas de choses que l'IA va nous apporter. Mais c'est aussi, en parallèle de ça, former nos équipes, acculturer nos équipes à l'utilisation de ces nouveaux outils pour que l'on soit sûr que le navire est bien dans le bon cap et bien dirigé comme on le souhaite et pas part un peu n'importe où, juste parce que la tech a décidé qu'il parte dans cette orientation-là. On voit que ce sont des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur et qui sont fondamentaux pour Legrand comme pour ton entreprise. Chez Legrand, vous avez traduit ça donc, dans un programme global de formation, finalement, d'accompagnement des équipes. Tu Alors, peux nous en dire un peu plus sur ce programme? oui, complètement. Donc moi, je pilote le programme expérience client qui est rattaché à la direction de la stratégie. Et dans cette direction de la stratégie, il y a aussi, par exemple, une équipe dédiée à l'évangélisation de l'IA. Voilà. Donc c'est mes collègues, on est le bureau côte à côte. Et évidemment, alors eux, ils évangélisent plus largement que l'expérience client. Et moi, je vais évangéliser pardon, sur la partie expérience client en incluant ces nouvelles technologies. Donc c'est très important, en effet, de pouvoir essaimer un certain nombre d'outils, de bonnes pratiques, aider les gens à collaborer. Dans un certain nombre de cas, mettre des bords à tout ça. Savoir, on est sûr qu'on respecte un certain nombre de réglementations, RGPD, l'arrivée de l'AI Act, des choses comme ça. Donc on est là garant de tout ça, mais on va être aussi là pour animer et faire en sorte que des bonnes pratiques qui arrivent des pays, des équipes locales, puissent être utilisées par l'ensemble du groupe. Voilà, on n'est pas un frein, au contraire, à des choses qui pourraient venir du local, mais on va reprendre ces bonnes pratiques pour pouvoir les essaimer, tout en étant garant, encore une fois, de la stratégie et de l'alignement de tous. En préambule, on parlait de complémentarité entre humain et tech. C'est quelque chose qu'on retrouve dans ce programme, puisque cette complémentarité est forcément fondamentale. Comment tu en es venu enfin, vous en êtes venu à constituer ce programme en ces deux volets, un volet humain, un volet tech, et comment les deux se complètent? Le programme expérience client, il est né tout d'abord du besoin de mieux connaître nos clients. Pas qu'on ne les connaissait pas, mais nos clients, pour les citer, électriciens, distributeurs en matériel électrique, architectes, bureaux d'études, enfin ils sont multiples. Ils ont beaucoup changé
ces dernières années. Rajeunissement de la pyramide des âges, à l'échelle mondiale, c'est impressionnant. Digitalisation, on a tendance à dire que l'outil préféré de l'électricien, c'est le tournevis. Ça reste le tournevis, mais il utilise beaucoup, même voire autant son smartphone aujourd'hui. Et donc, on avait un besoin tout d'abord d'établir des personas et des parcours clients. Et on a commencé par ça. Et puis le Covid est passé par là. Et à la sortie du Covid, on a voulu remettre à jour ces personas. Et on s'est aperçu que c'était une charge de travail colossale. Et donc, on s'est dit, attention, travailler sur ce volet quali sans avoir un quanti, c'est très dangereux. Et donc, on a lancé ce deuxième pilier, qui est un pilier d'enquête relationnelle, transactionnelle, qui nous permet d'être sûr de où sont nos priorités, quel persona est prioritaire, quel moment de vérité dans le parcours client de ce persona est prioritaire. Et grâce aux enquêtes, grâce à notre plateforme, on sait aujourd'hui dire qu'on va travailler plutôt ce persona-là, plutôt dans ce moment-là, et là, on va pouvoir aller rechercher du quali de manière beaucoup plus précise parce qu'on sait que c'est vraiment là qu'on est attendu sur ce point-là. Et donc, d'où ces deux piliers, un plutôt qualitatif, un plutôt quanti. Et dans le quali, je me permets, Gaëtan, d'y ajouter tout le volet acculturation des collaborateurs. Et donc là-dedans, on y met un volet mesure de l'empathie de nos collaborateurs, empathie client de nos collaborateurs, symétrie des attentions, tout ce qui va nous permettre d'être sûr que n'importe quel collaborateur du groupe sait qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Pour l'application de toutes ces bonnes pratiques, qui est l'étape suivante et qui est quand même assez cruciale, comment vous vous tenez à jour et vous arrivez à capitaliser sur tous les bienfaits de tous les nouveaux outils IA qui arrivent? Alors, on a un formidable réseau de champions, que ce soit d'ailleurs CX, mais aussi AI. Beaucoup d'ailleurs font les deux, hein, parce que la CX est vraiment un moteur du déploiement de l'AI dans le groupe. Par exemple, pour la partie CX, on est autour de 300 champions dans le monde entier. Ça va être dans les pays, mais aussi dans tous les départements. Évidemment, au marketing, à la communication, au sales, mais aussi à la finance, à la comptabilité, à la logistique. Voilà. Donc, on a un réseau qui est là, qui sait de quoi on parle quand on va parler de NPS, de CSAT, de persona. Voilà. C'est quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils peuvent eux-mêmes relayer localement. Donc, un formidable réseau de personnes au travers desquelles on va pouvoir collecter les bonnes pratiques locales, et il y en a plein, d'ailleurs qu'on va célébrer dans un événement qu'on appelle les CX Awards. Donc on collecte, et une fois par an, on célèbre des awards dans différentes catégories, et il y a d'ailleurs une catégorie spécifique pour les AI. Et puis, donc ça c'est plutôt la partie bottom-up, hein, on récupère ce qu'il y a en local et on le remonte, et puis moi en centrale, avec une équipe aussi, j'ai des CX champions leaders dans les grandes zones, hein, on a 3 grandes zones dans le groupe, on va plutôt faire du descendant en disant, ben voilà, on a une plateforme mondiale pour le groupe, voilà comment il faut l'utiliser, voilà comment vous devez être formé, vous devez travailler la connexion de cette plateforme avec le CRM, voilà comment vous devez faire. Et donc, on est garant un peu des limites sans, encore une fois, castrer des initiatives locales, mais on est garant du cadre et on anime tout ça avec un réseau, encore une fois, qui est assez exceptionnel. Et vous êtes présent justement dans de très nombreux pays, vous avez de multiples personnes à qui vous adressez, donc vrai défi dans toute cette richesse de trouver quel est le cap, hein, et la gestion des priorités. Est-ce que vous avez aussi une approche multiculturelle de tout ça, avec la prise d'initiative en local, gérer un cadre global, des besoins de ces personas, de ces équipes qui varient? Oui, alors c'est obligatoire. C'est vrai qu'on en a peu parlé aujourd'hui parce qu'on était très centré sur la France, mais à l'échelle du monde, il y a des notions de culture qui sont très importantes. J'aime bien rappeler que le NPS, quand vous avez un NPS en B2B autour de 25-30 en France, c'est plutôt très bien. Si vous avez 10 au Japon, c'est exceptionnel. Si vous avez 60 au Chili, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà un KPI qui illustre bien les biais culturels. Le fameux amazing, awesome aux États-Unis, tout le monde le connaît, mais ça a un impact sur la vision que les clients ont de leur expérience. Et donc, oui, on a des traitements et donc on invite les pays à benchmarker, à pas trop regarder la valeur, mais plutôt le relatif. Alors, ok, c'est important de connaître son NPS, son CSAT, son CES, donc ces valeurs-là, c'est important de connaître les verbatims, mais c'est aussi important de regarder comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui. Et comment sont mes pairs, comment sont mes compétiteurs localement. Donc on invite beaucoup le local à benchmarker et à regarder comment tout ça se passe. Et puis nous, on les aide aussi parce qu'on a ces grands indicateurs mondiaux. Évidemment, on se fait accompagner de personnes dont c'est le métier qui peuvent aussi nous mettre un cadre et nous dire, ben voilà, dans telle industrie, voilà ce qui se passe. Et nous, on essaie de le projeter. Et puis on dialogue aussi beaucoup avec nos
grands clients, des grands groupes hôteliers, des grands groupes du monde du data center, des grands real estate vont aussi nous apporter ce regard local de cette notion d'expérience client. On parle beaucoup aujourd'hui, mais constamment en ce moment, d'IA. On parle très souvent d'IA générative. Un autre domaine très important, notamment pour nous, c'est l'IA conversationnelle. Et pour tous ceux qui sont dans l'écoute client, c'est forcément fondamental. Quelles sont vos attentes majeures en termes d'IA conversationnelle? Qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui chez Legrand? Je vais être honnête, on est aux prémices en B2B pour Legrand, hein, je ne parle pas pour les autres acteurs, de l'utilisation de cette IA conversationnelle. Évidemment qu'on écoute, on a des centres d'appel, centres de relations clients en France, qui est d'ailleurs à Limoges, hein, basé au siège, on aime bien le rappeler, il est en France pour la France, on en a en Italie pour l'Italie et ainsi de suite. Et donc ces centres, on a mené un certain nombre de POC ou de premiers projets pour aller au-delà de la simple je capte l'information, le conseiller la transcrit en texte et on fait l'analyse. Et de directement capter la voix, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, mais on est devant des choses complexes pour nous, puisqu'on est dans des métiers où quelquefois, pour le même produit ou le même mot, les professionnels vont s'exprimer de manière complètement différente, souvent avec des acronymes, pas les mêmes, souvent en utilisant le nom d'une marque concurrente, le fameux Frigidaire. Alors nous, on a le nôtre, je ne vais pas le citer parce que ça ferait plaisir à mon concurrent, mais voilà. Et donc du coup, c'est très complexe d'en tirer quelque chose, mais on sent que l'évolution de l'IA est tellement incroyable, ce qui n'était pas vrai il y a 1 an, commence à le devenir il y a 6 mois, et aujourd'hui, on commence à avoir des choses très pertinentes. Par exemple, on a un très bon retour sur du conversationnel autour du sujet du packaging. Être capable de voir que sur du transactionnel, on a des retours de packaging qui sont plutôt bons, alors que quand on écoute nos clients qui s'expriment et qu'on entend trop de packaging, pas facile à ouvrir, trop de plastique, voilà, là on a une vraie notion d'analyse de signal faible qui est hyper intéressante. Donc oui, c'est très intéressant. Il y a des limites à ça. Capter de la donnée pour capter de la donnée, ça peut coûter très cher. 2, est-ce qu'on est capable derrière d'agir? On fait très attention de capter de l'info là où on va pouvoir mener des actions. Et avec toutes ces transformations à l'œuvre, ces progressions effectivement dans certains domaines, comment va évoluer votre CX programme? Pour nous, là, les gros enjeux, ça va être un meilleur traitement de la donnée, amont et aval. J'entends quoi par là? C'est qu'on reste beaucoup dans des silos. J'ai parlé beaucoup d'enquêtes. Quand on fait du transactionnel sur le sujet de la formation, on va faire sur des sites web, on va faire sur des produits. Est-ce que tout ça communique bien? Est-ce que les données sont au même endroit? Et est-ce qu'on peut avoir une vision 360 de cette satisfaction client? Aujourd'hui, pas sûr. Voilà. Donc on a ce besoin de désiloter pour être sûr qu'on a ce qu'on appelle nous en interne cette vision golden record du client, une vision vraiment 360 du client où on est sûr qu'on a la photo globale de lui et de toute sa famille autour. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Ça veut dire Customer Data Platform, ça veut dire connecter nos outils de plateforme CX avec des CRM, avec des outils de plateforme e-com et ainsi de suite, site de Web Factory et ainsi de suite. Donc on a un vrai travail autour de ça qui est des fois complexe à comprendre parce que c'est très technique et ça apporte pas forcément grand-chose pour le client, mais on est obligé. Et puis le deuxième, c'est le volet prédictif. Parce qu'on le sait, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, mais les clients s'expriment de moins en moins. Et donc, on a beaucoup de shadow customers. Alors, ce n'est pas le cas pour nous, Legrand. Même au contraire, nous, on a des taux de réponse qui augmentent et qui croient fortement. On est très content de ça et on remercie tous les jours nos clients. Mais on sait qu'à l'horizon de 5 ans ou 10 ans, ce phénomène de shadow customer, il va être très, très important. Et donc, comment on fait pour projeter ce que l'on sait des clients qui nous répondent, avec qui on a interaction, comment on peut le projeter sur la totalité de notre base? L'enjeu, là, il est très, très fort de faire ce fameux prédictif. Et puis, une fois qu'on a le prédictif, c'est le Customer Lifetime Value, être capable de mettre du ROI et de la valeur derrière des indicateurs CX, derrière des indicateurs d'analyse de verbatim. Voilà, donc c'est meilleures données, projection de celles-là, à des fins de calcul de performance business versus satisfaction client. Voilà, c'est à peu près ça. Une fois que j'ai dit ça, ça paraît simple, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup Jérôme pour cet éclairage sur la complémentarité entre humain et tech et tout ça au service de la centricité client. Merci Gaëtan et merci beaucoup à Ringover.